notre troisième partie va porter sur les relations individuelles et collectives de travail à l'heure du Covid-19 et à l'heure du confinement, ou devrait-on dire le reconfinement. Tout le monde a en tête qu'en mars 2020, le ministère du Travail avait mis en ligne un protocole sanitaire à charge pour les entreprises de respecter et de le décliner dans chacun de ces locaux, sachant que le protocole n'a pas de valeur juridique contraignante, mais qu'il est vivement recommandé de l'appliquer, bien évidemment, surtout lorsqu'on connaît, et on l'a vu un peu plus haut dans le déroulé de notre webinaire, les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle qui pourrait être provoquée et reconnue en cas de Covid contracté sur les lieux de travail. Donc, le protocole sanitaire a été mis à jour et il s'agit aujourd'hui d'une version 5 suite à la décision prise par Monsieur le Président de la République Emmanuel Macron de reconfiner les Français. Donc, comment agencer ce reconfinement avec le protocole sanitaire? Que doit faire l'entreprise? Donc, le protocole a été actualisé au 29 octobre 2020 et il vous faut retenir quoi dans ce protocole? Il vous faut retenir que le télétravail est la règle pour, ouvrez les guillemets, l'ensemble des activités qui le permettent. Le temps de télétravail est porté à 100%, c'est-à-dire 5 jours sur 5. L'idée du ministère du Travail est donc de réduire les déplacements, domicile-travail, et d'aménager le temps de présence en entreprise pour, là encore, j'attire votre attention, exécuter les tâches qui ne peuvent être réalisées en télétravail. Un lissage des heures d'arrivée et de départ doit être réalisé si le télétravail n'est pas possible. Je rajouterai que cette version 5 du protocole a été complétée par une instruction qui a été adressée par le ministère du Travail à l'ensemble de ses services déconcentrés, dites les directs, et au sein des directs, plus précisément au service des inspections du travail. Cette instruction a été envoyée le 3 novembre dernier et elle précise la même chose que le protocole sanitaire, à savoir que l'employeur est certes maître des tâches et de décider quelles tâches peuvent être réalisées en télétravail et quelles ne peuvent pas l'être, et que si des tâches ne peuvent pas être réalisées en télétravail, ça c'est l'instruction qui le rajoute, l'employeur doit concentrer sur quelques jours par semaine les dites tâches qui ne peuvent pas être réalisées depuis le domicile du salarié. Donc l'employeur doit, dans le cadre du protocole, informer les salariés de l'existence de l'application Tous Anti-Covid. Il est important que vous sachiez qu'aujourd'hui, les inspections du travail envoient des fiches de demande de renseignements aux entreprises pour vérifier que les entreprises ont bien pris en compte dans leur appréciation des risques professionnels le Covid et les conséquences du Covid. Les moments de convivialité sont naturellement suspendus lorsque les salariés sont en présentiel, et vous avez bien compris que le présentiel doit être l'exception. Et enfin, les employeurs sont en droit de proposer à ceux qui le souhaitent donc des tests de dépistage gratuits pour le salarié mais payants pour l'employeur naturellement, puisque l'employeur pourra les faire réaliser sur ses finances
mais en respectant le secret médical, c'est-à-dire en particulier, il ne sera naturellement pas destinataire du résultat des 10 tests. Justement, faisons un zoom sur les tests de dépistage pour les salariés volontaires. Nous avons pris pour base le communiqué du ministère du Travail qui indique que l'employeur qui prend l'initiative d'une campagne de dépistage doit l'organiser sur la base du volontariat, dans le strict respect du secret médical. Aucun résultat ne pourra être communiqué. La campagne sera intégralement financée par l'entreprise. Et enfin, on a une liste de tests disponibles sur le marché et les conditions d'utilisation qui sont publiées sur le site du ministère de la Santé. S'agissant, donc, on parlait à ce stade-là des tests antigéniques. S'agissant des tests sérologiques, les indications définies par les autorités sanitaires à ce stade ne permettent toujours pas d'envisager des campagnes de dépistage par les entreprises. Alors, je vous disais que le protocole sanitaire qui avait été mis en place à partir de mars 2020 avait une force, n'avait pas de force contraignante, comme disent les juristes, mais qu'il était évidemment, en toute opportunité, fermement recommandé aux entreprises de l'appliquer. Il n'en demeure pas moins qu'il y a eu une demande de suspension du protocole sanitaire en entreprise qui a été formulée en justice. Et le Conseil d'État a donc dû se prononcer sur le sujet. Alors, c'est très intéressant parce que la question du protocole sanitaire, depuis le mois de mars, a agité beaucoup les praticiens du droit du travail. Et même si on était convaincus qu'il n'avait pas de force contraignante ni de valeur obligatoire, il n'en demeure pas moins que c'est quand même très bien que le Conseil d'État ait rendu un avis, un arrêt sur la question. Donc, que dit le Conseil d'État? La suspension éventuelle du protocole n'aurait aucune incidence sur la mise en œuvre pratique des obligations légales de l'employeur et sur la charge financière qui en résulte. Donc, le Conseil d'État nous dit crûment, le protocole n'est pas obligatoire, mais simplement est un référentiel pour aider l'employeur à remplir son obligation de sécurité. Donc, souvenez-vous, c'est une obligation de sécurité dite de moyens renforcés et non plus de résultats. Et donc, dans ce cadre-là, l'employeur a plusieurs référentiels et il lui est fortement conseillé d'utiliser le référentiel du protocole sanitaire. Donc, dès lors, par rapport au syndicat patronal qui en avait demandé la suspension, le Conseil d'État dit, tout logiquement, comme il n'y a pas de force obligatoire, comme il n'y a pas de valeur juridique en tant que telle, il n'y a donc pas lieu de suspendre un texte et cela ne correspond pas et cela ne relève pas des compétences du Conseil d'État de suspendre l'application d'un texte qui, par essence, n'était pas obligatoire. Donc, le Conseil d'État rajoute la mise en œuvre par l'employeur de l'obligation de sécurité doit s'effectuer. Et ça, c'est effectivement à graver dans le marbre. Entre les guillemets, en tenant compte de l'état des connaissances scientifiques en la matière, lesquelles sont publiquement diffusées, notamment par le Haut Conseil de la santé publique. Donc, en clair, à partir du moment où l'on est face à une épidémie qui est à la base, en mars, inconnue et qui est aujourd'hui manifestement encore très peu cernée dans ses plus petites particularités par le monde médical. Par rapport à ça, l'employeur se doit d'être extrêmement vigilant et extrêmement précautionneux. Voilà. Il faut qu'il garde la traçabilité de toutes les mesures qu'il a prises pour appliquer le protocole sanitaire en entreprise. C'est une grille de lecture
le protocole sanitaire en question. Depuis le reconfinement, vous savez que les salariés qui font du présentiel, donc qui, par exception, font du présentiel, doivent être munis, comme en mars, d'une attestation pour se rendre sur leur lieu de travail. Depuis le 30 octobre, les déplacements non essentiels ne sont plus autorisés, hormis dans certaines hypothèses limitativement énumérées, et sous réserve de produire une attestation dite de déplacement dérogatoire, disponible sur le site internet et téléchargeable naturellement. Donc, c'est une attestation numérique. Si votre salarié ne produit pas l'attestation, il risque, à votre instar au demeurant et à notre instar à tous, si on se déplace sans la dite attestation, on risque une amende qui est majorée en cas de récidive et au final, in fine, une peine d'emprisonnement au bout de 3 infractions. Donc, la nécessité de se rendre au travail fait bel et bien partie de l'un des motifs dérogatoires pour se déplacer. Et dans ce cas-là, le salarié aura 2 attestations à produire. D'une part, l'attestation de déplacement dérogatoire et d'autre part, le justificatif de déplacement professionnel que naturellement vous contresignez ou vous signez. Il ne comporte pas de date journalière, donc vous n'avez pas, et le salarié n'aura pas à renouveler chaque jour la signature d'une telle attestation. Pour mémoire, les travailleurs non salariés utilisent uniquement l'attestation de déplacement dérogatoire. Les nouveautés depuis le reconfinement ont en particulier porté sur le régime de l'activité partielle et on fait la distinction entre ce qui change au 1er novembre 2020 et ce qui va changer au 1er janvier 2021. Il y a eu la parution de 3 décrets et notre travail à nous, avocats, c'est de décrypter et de les mettre sous forme de tableau parce que effectivement les régimes peuvent se télescoper. Donc, notre objectif dans ce cadre de webinaire, c'est de simplifier et de mettre le focus sur des mentions fondamentales à connaître. Donc, la première mention fondamentale, c'est la garde d'enfants et la personne vulnérable. Donc, aucun décret aujourd'hui n'est paru sur ces 2 catégories-là. Donc, dans ce cas-là, on applique les règles de droit commun. Et on sait, par exemple, que sur les personnes vulnérables, on a de l'activité partielle, on doit les mettre en activité partielle. Et on sait aussi que la liste des personnes vulnérables est une liste qui est celle de mai 2020, qui est une liste beaucoup plus complète que celle qui avait été adoptée cet été et que le Conseil d'État a estimé ne pas devoir être dans l'urgence applicable. Voilà. Donc, nous avons une activité partielle modulée qui va être maintenue jusqu'en décembre 2020. Nous avons une modification de la procédure d'activité partielle de droit commun avec un renforcement de l'information du CSE et avec une nouvelle durée maximale à partir du 1er janvier, puisque maintenant, cela passera à 3 mois renouvelables dans la limite de 6 mois consécutifs ou non, sur une période de référence de 12 mois. Il y aurait dû y avoir une baisse de l'indemnisation en cet automne 2020. Cette baisse de l'indemnisation, donc 70% de la rémunération horaire brute de référence, est reportée à 2021. Et enfin, il y a le nouveau régime qui est paru de l'activité partielle de longue durée, avec une information accrue des syndicats et du CSE et une mise à jour du remboursement pour le mois de novembre et décembre 2020 pour les secteurs dits protégés, c'est-à-dire les secteurs qui sont concernés notamment par une fermeture de facto et économique, telles les agences de voyage ou le tourisme.
La maladie professionnelle due au Covid a également fait la une des revues spécialisées, sachant que aujourd'hui, nous avons la possibilité via amélie.fr, qui a mis en place une plateforme dédiée pour le salarié de déclarer unilatéralement la maladie professionnelle consécutive à la contamination du Covid et que le salarié travaille dans des secteurs hospitaliers ou des EHPAD, ou bien que le salarié travaille dans un tout autre secteur. Donc, un arrêté du 16 septembre 2020 a mentionné que le coût de ces maladies professionnelles qui vont être reconnues ou qui sont d'ores et déjà reconnues, ce coût va être mutualisé entre les entreprises. Les dépenses ne seront pas portées sur le compte accident du travail, maladie professionnelle des employeurs concernés. Dès le mois de juin 2020, il s'agissait d'un engagement du gouvernement. Il avait été annoncé que la charge financière de l'indemnisation serait mutualisée entre tous les employeurs. Et cette annonce s'est donc concrétisée par cet arrêté du 16 septembre qui prévoit en effet que ces dépenses seront inscrites sur un compte spécial. Il s'agit des dépenses afférentes aux maladies reconnues d'origine professionnelle en lien avec une infection par le SARS-CoV-2, que ce soit sur la base du nouveau tableau, donc il y a aujourd'hui un tableau numéro 100 consacré au Covid, ou après saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si les maladies en question ne sont pas inscrites sur le tableau en question. Nous avons été ravis d'animer ce webinaire et nous remercions encore une fois Jean ainsi que les groupes professionnels des arts et métiers de nous permettre de participer à cette aventure. Et nous espérons que vous serez tous présents sur la chaîne YouTube pour une rediffusion de ce webinaire et des webinaires précédents. Merci à tous et excellente soirée.